Merci beaucoup. Est-ce que c'est... Il faut être assez près. D'accord. Voilà. Je remercie vivement la Ligue des droits de l'homme de m'inviter à venir parler donc des droits des femmes et notamment des droits sexuels et reproductifs. En lisant la petite feuille, là, je vois que la Ligue des droits de l'homme évoque la nécessité de la réalisation effective des droits civils et politiques, des droits économiques et sociaux, culturels et écologiques. J'espère vous convaincre qu'il faudrait aussi rajouter la question des droits reproductifs et sexuels dans cette typologie. Alors, je vais donc vous parler de ce sujet en me mettant sous la tutelle de Nelly Roussel, qui était une féministe, une anarchiste de la fin du 19e siècle, qui a beaucoup écrit sur cette question et qui surtout a milité et était une oratrice assez exceptionnelle. Et donc, vous voyez, elle dit que pour les femmes, finalement, la première des libertés, c'est ce qu'elle appelle d'abord la liberté sexuelle, et puis elle dit plus exactement la liberté procréatrice, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir ou pas, déjà dans un premier temps, d'avoir un enfant. Je mettrai aussi bien cette intervention sous le signe de ma tante Josette. Josette qui a eu... lorsqu'elle a eu ses 4 enfants, a dit bon, ouf, je vais faire des études de psychologie et je vais travailler comme psychologue. Et à l'époque, il n'y avait pas de contraception, l'avortement n'était pas trop pour, et donc elle a eu 3 enfants de plus et elle a laissé tomber cette possibilité de devenir psychologue. Donc voilà, c'est la maternité non choisie, c'est quelque chose aussi qui peut complètement bouleverser les vies. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on discute beaucoup, effectivement, de la question de l'avortement. On parle beaucoup aussi de la remise en question des droits sexuels, notamment de ceux des LGBTQI, notamment dans ce pays, mais aussi dans d'autres. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que souvent, quand on parle de droits reproductifs, on croit qu'il s'agit uniquement des droits à l'avortement, alors que le droit à l'avortement, c'est une question absolument essentielle, évidemment, mais ce n'est pas tout. Et en plus, ce n'est pas tout de la même façon selon les différentes situations des femmes. Vous savez que Simone de Beauvoir parlait finalement d'une espèce d'universalité de la condition féminine qui était toujours le deuxième sexe, mais en même temps, elle ajoutait que l'être humain est un être humain qui est toujours situé. Il est toujours situé dans une certaine position sociale, dans certains stéréotypes de genre, de race, etc. Et c'est de ça aussi dont on va parler et dont parle très précisément le concept de droit reproductif et sexuel, qui est beaucoup plus vaste que le simple droit à l'avortement, lequel reste évidemment essentiel. Alors, donc, ce concept de droit reproductif et sexuel, c'est quelque chose d'assez complexe. Et je vais essayer de vous retracer la généalogie de ce concept. Comment on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Et la première chose à en dire, c'est que c'est un mot d'ordre ou un concept qui est lié, en fait, à la conjonction de plusieurs mouvements. À la fois les mouvements féministes qui défendaient effectivement le droit à l'accès à la contraception, à l'avortement, etc., mais aussi des mouvements pour le droit à la santé et à la santé de tous, et aussi mouvements pour les droits humains, et particulièrement, on va le voir, celui qui disait que comment est-ce qu'on peut penser les droits humains des femmes. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire simplement il faut que les femmes aient accès à ces droits humains, mais le simple fait d'inclure les femmes dans la conversation, en quelque sorte, ça change le sens même de ces droits humains. Il y a eu aussi, évidemment, tous les mouvements en faveur de la liberté sexuelle, de l'orientation sexuelle, etc. Alors, ce qui est un peu spécifique à ces mouvements, enfin, pas tellement, en fait, finalement, c'est que ce sont des mouvements qui lient, et c'est ça qui a fait leur efficacité, à la fois des militants, des universitaires et des politiques. Et c'est ce qui a rendu à un certain moment possible de les penser.
Alors, on parle beaucoup en ce moment, évidemment, vous l'avez tous remarqué, hein, de la remise en question par la Cour suprême des États-Unis de l'arrêt Roe contre Wade. Il faut insister sur le fait que cet arrêt, tout ce qu'il disait, c'était que ça relevait que l'avortement était un choix privé. Et du coup, on n'avait pas le droit d'intervenir dedans. Et donc, ça, c'était quelque chose qui est quand même assez limité. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas droit, on ne vérifie pas votre accès à ce droit au niveau social, économique, d'infrastructure, quoi que ce soit. Simplement, vous avez le droit, vous ne serez pas puni si vous avortez, et c'est tout. Et c'est déjà énorme, évidemment, par rapport à toutes les femmes qui meurent à la suite d'un avortement fait dans de très mauvaises conditions. Mais c'est quand même une approche qu'on peut qualifier de libérale, et cela dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale, en fait, où il n'y avait pas avant l'Obamacare, etc. Du coup, souvent, même les gens avaient accès à des soins par leur employeur, et les employeurs, il y avait certains qui disaient « oui, j'inclus le droit à l'avortement », et d'autres qui disaient « non, j'inclus pas le droit à l'avortement parce que ça ne me plaît pas ». Donc, du coup, ça laissait quand même une insécurité juridique qui est évidemment ressentie plus vivement par les personnes les plus faibles au niveau économique ou les plus ou habitant des endroits reculés, etc. Donc nous aussi, d'ailleurs, même si à la sécurité sociale, bon, même on sait très bien que que l'accès à l'avortement, il est très fortement inégal en fonction d'un point de vue territorial, etc. Mais bon, on est quand même un petit peu avantagé par rapport aux États-Unis. Alors, les approches européennes, elles ont été étudiée notamment par Seillet dans son rapport à la CESE, et elle explique que certains États, d'ailleurs, de l'Union européenne, suivent ce même modèle libéral. Ils n'incluent pas, ou comme la Croatie, ont cessé d'inclure dans leur remboursement la contraception et l'avortement. Donc là, vous voyez, nous, on a tout de suite demandé l'avortement libre et gratuit. Ça paraissait évident que s'il devait y avoir l'IVG, il fallait qu'il soit non seulement libre, comme dans la situation américaine, mais aussi gratuit. Alors là-dessus, les Afro-américaines, les personnes, les personnes de classe populaire, mais aussi, et notamment avec leur retranscription socialiste, etc. Donc on demandait cette prise en charge au niveau économique et social, mais il y a eu le rajout d'une condition qui était la question des stérilisations forcées. C'est-à-dire que les Afro-américaines, les Amérindiennes, qui ont subi énormément de stérilisations forcées jusqu'au mouvement des droits civiques aux États-Unis, ont dit oui, on veut avoir le droit d'avoir des enfants, comme on veut, dans de bonnes conditions, mais on veut aussi les avoir dans de bonnes conditions, avec des maternités, avec des services de soins, avec des crèches, etc. Et puis, on veut aussi le droit à avoir les enfants qu'on veut avoir, c'est-à-dire, et donc, elles ont lutté contre les stérilisations forcées, comme vous pouvez le voir dans cette affiche aussi. Il y a par exemple un comité pour les droits de l'avortement et contre les abus en matière de stérilisation qui s'appelait le CARASA. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ce comité, donc, il était il demandait donc à la fois le droit à l'avortement et de lutter contre les abus, contre la stérilisation forcée en général. Et ce comité, ce qu'il est important de remarquer, vous pouvez le voir un peu en regardant la fiche, c'est qu'il était formé d'Afro-américaines, mais aussi de latinas, de femmes blanches, de femmes... contrairement à certaines visions actuellement assez simplistes, voire un petit peu binaires, qui vont dire que le droit à l'avortement, c'était uniquement les femmes blanches qui le demandaient, que les droits à la stérilisation, le refus de la stérilisation, c'était les Afro-américaines, la situation était beaucoup plus complexe, et les groupes sociaux étaient aussi beaucoup plus divers qu'on ne le dit maintenant. Il n'y avait pas vraiment
cette opposition était beaucoup moins forte que ce qu'on en dit. Par exemple, la présidente de la principale association en faveur de l'avortement, c'était la première députée afro-américaine au Parlement des États-Unis, Chichom, que vous avez vu éventuellement récemment dans une excellente série américaine. Et donc tout ça a été quand même étudié aux États-Unis par Jennifer Nelson, mais aussi en France, vous pouvez lire par Jennifer Marchand. Alors, cette façon de voir les choses, c'est-à-dire de ce côté eugénique, en fait, il a été aussi extrêmement présent dans toutes les politiques de développement international en faveur de l'avortement, en faveur de la contraception, où on a souvent, en fait, mis en avant plutôt la stérilisation plutôt qu'une autre méthode de planification familiale. Et donc, ça a été critiqué. Bon, il y a déjà eu ce beau film, Le sang du Condor, qui racontait comment des leaders quechua se retrouvaient avec leurs femmes qui étaient stérilisées et sans comprendre très bien au début pourquoi. Et il y a eu tout un mouvement transnational qui s'est créé contre ces stérilisations et qui a beaucoup réfléchi sur cette question. Alors la stérilisation, c'est quand même pas seulement quelque chose qui est arrivé aux États-Unis, c'est aussi arrivé en Suède contre ceux qu'on appelait les Lapons et qui eux s'appellent les Samis. Ça s'est passé récemment en Slovaquie contre les femmes roms, et la Slovaquie a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sans qu'il y ait de changement significatif. Mais en France aussi, un rapport de l'IGAS avait condamné la stérilisation de personnes handicapées jusque dans les années 1990. Donc c'est une préoccupation qu'en tant que féministe, qu'en tant que préoccupée par les droits humains, on devrait tous avoir. Et ça a eu lieu aussi, évidemment, à La Réunion. Il y a eu un documentaire qui était extrêmement bien fait par Jarmila Buskova, et ça avait déjà été quand même dénoncé par le Nouvel Observateur dans les années 1970. Ça a été dénoncé par le planning familial. À l'époque, il y avait eu une critique de ce qui s'était passé, qui a été un moment assez rapide, mais extrêmement, évidemment, douloureux. Je dis un moment rapide au sens où la question de la stérilisation a été posée pendant assez peu de temps, et principalement à La Réunion dans une seule clinique. Vous pouvez lire d'ailleurs à ce sujet l'article de Zancarini dans Clio. Mais il y a eu une façon en France de considérer que les populations de l'outre-mer n'avaient pas le droit à faire des enfants, que lorsqu'ils faisaient des enfants, c'était toujours trop. Et du coup, lorsque très tardivement, c'est-à-dire après le fait après leur départementalisation, ils ont eu droit à des allocations, mais en des termes beaucoup plus faibles que les métropolitains. C'est-à-dire qu'en gros, en France métropolitaine, les allocations, elles augmentaient avec le nombre d'enfants, alors que dans les départements d'outre-mer, elles diminuaient avec le nombre d'enfants, et vous n'aviez plus rien à partir du 4e enfant, parce qu'on considérait que c'était trop. D'autre part, et il y a eu quand même beaucoup de débats parlementaires à ce sujet, dans l'outre-mer, les personnes avaient le droit seulement aux allocations familiales et pas aux autres allocations, y compris pas aux allocations prénatales et postnatales, dont l'objectif était de lutter contre la mortalité infantile, qui était beaucoup plus élevée dans les départements d'outre-mer qu'en métropole. Donc ça montre bien à quel point il y avait une inégalité de traitement quand même en fonction, il faut bien dire, de la couleur de la peau. Même si, par contre, en métropole, il n'y avait pas ce type de différenciation. Alors, le deuxième mouvement qui a porté cette notion de droit reproductif, c'est le mouvement pour les droits humains des femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une réécriture par des juristes pour dire
Bon, on parle du droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne. C'est un droit humain fondamental qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Mais on pense dans ce cas-là aux personnes torturées, aux personnes tuées par l'appareil étatique. Et on ne pense pas aux femmes qui meurent en couche parce qu'elles n'ont pas des soins suffisants, à celles qui meurent à la suite d'avortements dans de mauvaises conditions. On ne pense pas aux violences réalisées par notamment des maris contre leurs femmes. Donc, il y a eu toute une réécriture pour dire, mais ça aussi, ça fait partie d'un droit humain fondamental, ça correspond à l'article 3, et il faut le défendre. L'article 5 aussi, le droit à ne pas subir de la torture ou de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, eh bien, ça a été repensé pour inclure à l'intérieur la question des grossesses forcées, parce que quel cas de torture pire que celui de porter dans son propre ventre un être dont on ne veut pas. Donc ça, c'est aussi une torture. On parle maintenant de coercition reproductive sur cette question. On parle évidemment des stérilisations forcées. Les stérilisations forcées, c'est typiquement un acte de torture. Mais on peut aussi parler des violences obstétricales qui sont aujourd'hui encore assez répandues. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit à la non-discrimination, c'est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et évidemment, lorsque on stérilise une femme noire, parce qu'on considère qu'il ne faut pas qu'elles aient d'enfants, que par contre, on essaie de forcer les femmes blanches à avoir des enfants, eh bien, on est dans un cas typique de discrimination. C'est joint à la pensée sur les droits reproductifs, le mouvement pour la santé des femmes, qui est un mouvement où il y avait énormément en fait, de professionnels de la santé qui montraient les faiblesses de l'approche antérieure. C'est-à-dire qu'on parlait finalement de santé maternelle et infantile. Mais ce que posaient les professionnels, c'est de dire, mais où est le maternel dans l'infantile? En réalité, on se préoccupe de la survie de l'enfant et pas du tout de la survie de la mère. Et du coup, il y a eu tout ce mouvement pour insister, pour dire qu'il faut sauver les enfants, mais il faut aussi sauver autant que possible les mères. Et ça a eu quand même un impact assez important, puisque depuis qu'il y a cette nouvelle préoccupation, il y a eu une diminution importante de la mortalité maternelle, une fois que c'est devenu un objectif de la communauté internationale. Là-dessus est arrivée la pandémie du VIH, et il y a eu aussi, donc, s'est greffé à ces préoccupations, celle de lutter contre le VIH, mais on sait qu'encore aujourd'hui, les femmes sont plutôt moins bien traitées à ce niveau-là que les hommes. Il y a eu la question aussi de tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles, cancer, ménopause et endométriose. Bon, je n'ai que 20 minutes, donc je n'ai pas insisté sur tout ça, mais il y a eu cette question que la santé des femmes n'est pas assez prise en compte et que c'est une limite à leurs droits. La mortalité maternelle entre tout à fait dans cette catégorie, comme je viens de le dire, à la fois de l'article 3, le droit à la vie, le droit à la vie, mais aussi à l'optique de la non-discrimination, puisque lorsqu'on regarde la mortalité maternelle, on voit bien qu'il y a une différence absolument abyssale entre le risque de mourir en couche lorsqu'on est une femme dans les pays développés, puisqu'il est de 12 pour 100 000 naissances, par rapport au risque de décès en Afrique subsaharienne, où il atteint quand même 546. Et ce n'est pas seulement chez les autres, c'est aussi chez nous. La dernière enquête de l'INSERM montre que les femmes migrantes ont un risque de décès multiplié par 2,8 et que dans l'outre-mer, il est multiplié par 4. Donc c'est vraiment un enjeu important et dont il faut tenir compte. Alors, une des choses qui a été pensée par rapport à ça, par rapport à notamment aux pays développés, non développés, c'était notamment, il y a eu une grande enquête en 2002 qui a montré
que les femmes avaient beaucoup plus souvent accès à des programmes de planification familiale, des programmes souvent autoritaires et ne diffusant, n'évoquant que la possibilité de la stérilisation, qu'à des programmes de santé maternelle. Il y avait alors que la mortalité maternelle était abyssale, il y avait quand même seulement la moitié des femmes qui avaient accès à des accouchements dans de bonnes conditions, et notamment lorsqu'il y avait un risque pour l'enfant ou pour la mère. Et donc, tous ces différents mouvements se sont réunis et ont créé un mouvement transnational qui s'appelait le Mouvement pour les droits reproductifs, qui a tenu sa première conférence globale à Amsterdam en 1976. Et c'est là où, d'ailleurs, a été créé ce terme de droit reproductif, et qu'a été créé le réseau global pour les droits reproductifs, qui inclut de très nombreuses associations et de mouvements de par le monde. Alors vous voyez ici, d'une part, Marge Berrer, qui a inventé le terme de droit reproductif et qui a été pendant très longtemps l'éditrice de la revue Reproductive Health Matters, qui a permis de diffuser de très très nombreuses recherches sur la question, ainsi que Sonia Correa, qui était, elle, la représentante au niveau du Brésil. Et ces femmes ont, de façon participative, créé... élaborer une déclaration des femmes qui a servi de base à la déclaration à la conférence du Caire en 1994 et qui a été reprise presque intégralement. Et donc pour dire les droits reproductifs et sexuels. Enfin, à l'époque, on a parlé seulement des droits reproductifs. Elles ont essayé de faire passer, notamment Sonia Correa, la notion de droit sexuel, mais à l'époque, il y avait un blocage total. On ne parlait pas de choses comme le sexe dans les assemblées de l'ONU. Par contre, on pouvait parler de santé reproductive, de la question de la nutrition, parce que c'est une des conditions pour que les femmes et leurs enfants dans de bonnes conditions et que les enfants soient en bonne santé, c'est aussi la nutrition. C'est-à-dire que la notion de droit reproductif, c'est une notion holiste qui implique de très nombreuses conditions de possibilités. Donc là, on voit quand même les droits sexuels, la lutte contre la violence, la prévention du cancer, etc. Ces droits ont été reconnus au niveau international en 1994. Ils ont été reconnus comme des droits civils, c'est-à-dire comme des droits, comme une liberté face à l'État et au mari. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement suffisant de dire il faut que les femmes aient accès à la santé, à des services de santé reproductive. Il faut aussi retirer ce à quoi on pense pas forcément quand on est un homme, directeur d'un service. Il faut aussi retirer la demande d'autorisation du mari. Il y a encore, aujourd'hui, en 2022, 18 pays qui, dans leurs droits civils, considèrent que la femme doit obéissance à son mari. Obéissance à son mari, ça veut dire que vous avez besoin non seulement de l'obéissance de l'autorisation du mari pour ouvrir un compte, pour travailler, etc., mais aussi pour aller voir le médecin, pour acheter des médicaments, pour prendre la contraception, pour avoir n'importe quelle opération. Et d'autre part, il y a en plus, dans beaucoup de services de santé, encore aujourd'hui, il y a actuellement un tiers des pays qui ont ou qui demandent l'autorisation du mari, alors qu'il n'y a pas cette obligation. Il y a le Code civil ou le droit n'inclut plus l'obéissance, mais dans le cas spécifique des droits reproductifs, on va dire quand même, là c'est le couple, et donc il faut que le mari signe. Et ça a été quelque chose, par exemple, qui a été fait au Brésil. À un moment, ils ont décidé de lutter contre les stérilisations forcées, mais ils ont renforcé le contrôle du mari. Donc, bon, moins de contrôle de l'État, plus de contrôle du mari dans ce cas-là. Donc, c'est aussi des droits sociaux, c'est-à-dire que ce sont des droits qui impliquent l'accès à des services. Il ne suffit pas de dire bon, ça y est, vous avez le droit. Enfin, on peut le faire comme l'ont fait les États-Unis, mais ça rend difficile pour beaucoup de personnes l'accès à ces services.
et la non-discrimination. Donc finalement, les droits reproductifs, la pensée des droits reproductifs, c'est une conception intersectionnelle, c'est-à-dire qui tient compte de la diversité des situations et de la nécessité d'avoir des conditions de possibilité. Alors, au moment du Caire, il n'y a pas eu de reconnaissance du droit à l'avortement. Ça paraissait quelque chose de trop compliqué. Et simplement, il y a eu la reconnaissance, le fait de dire que là où l'avortement était autorisé, il fallait qu'il le soit dans de bonnes conditions. Et en fait, ça a été très peu suivi. Et puis l'autre grande faiblesse de l'accord du Caire, c'est que les États qui étaient plutôt opposés à tout ça ont réussi à inscrire à chaque fois que c'est dans le respect des droits et des coutumes. Donc du coup, bon, ça perdait beaucoup de sa pertinence quand même. Alors, ces droits, ils ont été pensés, ils ont été élaborés, ils ont été défendus par les mouvements de femmes. Néanmoins, ils concernent évidemment les deux genres. Même si les femmes sont les plus concernées parce qu'elles risquent de mourir en couche ou lors d'un avortement, néanmoins, ça concerne aussi les hommes. Par exemple, en Inde, ce sont les hommes qui avaient été la cible prioritaire de stérilisation forcée sous le gouvernement d'Indira Gandhi. Puis il y a aussi toutes les... C'est arrivé plusieurs fois qu'on demande, par exemple, à des femmes des certificats pour travailler, qu'elles n'étaient pas enceintes, pour travailler dans des usines qui faisaient des produits toxiques. Et puis on s'est rendu compte, au bout du compte, que c'était plutôt les hommes qui risquaient d'avoir des problèmes au niveau de la procréation ensuite. Donc c'est aussi évidemment des questions qui concernent les deux genres. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les acquis sont importants, mais qui sont variables, même en Europe. L'Europe, d'ailleurs, n'avait signé n'avait vraiment ratifié les accords du Caire qu'en 2002. Une des grandes faiblesses du Caire, c'est que la coercition étatique, elle a été renforcée. Il y a quand même 60% des pays qui ont voté des lois contre la coercition. Mais comme on disait tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir une loi. Il peut quand même y avoir des abus, d'autant que là, il n'y avait aucun contrôle. Alors que si vous travaillez sur les pays en développement, sur la question de la démographie, il y a des enquêtes démographiques et de santé qui sont réalisées dans tous les pays, qui sont des enquêtes absolument merveilleuses, où il y a énormément de choses, mais non. Par contre, il y a des questions sur les violences par le mari, mais il n'y a aucune question sur la contrainte exercée au niveau étatique. Donc tout ce qui pourrait se faire à ce niveau-là, il n'est pas fait. Et même, il y a des informations sur l'accès aux informations en matière de contraception, par exemple, qui ne sont pas du tout étudiées comme elles pourraient l'être pour savoir s'il y a une vraie utilisation, enfin si vraiment les connaissances progressent. Alors, je vais juste évoquer deux cas. Moi, j'avais travaillé sur cette question, je fais des enquêtes de terrain au Yucatan, donc en 1986-87, et ensuite en 2007-2008, pour voir s'il y avait eu des changements. Et oui, les stérilisations contraintes ont beaucoup diminué au Yucatan. Moi, j'avais travaillé au Yucatan parce que justement, c'est une population maya. Donc, étant maya, on sait qu'il y a un risque beaucoup plus élevé qui est de la contrainte, parce qu'il y a énormément de racisme envers les populations autochtones au Mexique. Et donc, j'ai pu voir qu'il y avait 4 fois plus de stérilisation auprès des femmes mayas, mais que ça avait fortement diminué après les accords du Caire. Par contre, il y a eu le scandale dont vous avez peut-être entendu parler auprès des femmes quechua du Pérou, où 310 000 femmes ont été stérilisées dans des conditions vraiment assez terribles. On leur demandait l'autorisation en espagnol alors qu'elles parlent que le quechua. Et malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de mobilisation sur cette thématique, il y a très peu de femmes qui ont été vraiment, enfin, si on peut jamais compenser, mais en tout cas, il y a très peu de femmes qui l'ont été. D'autre part, on parle des normes étatiques, mais il y a aussi la question des prestateurs de services, qui restent très souvent des gardiens de la morale patriarcale. Il y a des femmes qui ont été interrogées dans le numéro d'autre part que j'ai montré tout à l'heure,
qui explique que, bon, oui, la loi est qu'au Sénégal, la loi est que toutes les femmes peuvent avoir accès à la contraception, mais que la prestataire va dire non, moi je veux pas lui donner. Vous vous rendez compte, elle se met dans la position de la mère par rapport à son enfant, alors que c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Hein. Et puis il y a toujours, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, il y a toujours voilà, la question du pouvoir marital, qu'il est absolument nécessaire de réussir à abolir, si on veut, ce qui est une onde de tâche, hein, puisque encore aujourd'hui, en 2022, 28% des États demandent le consentement du mari pour l'accès aux soins. Et puis on voit, là j'ai opposé pouvoir marital et pouvoir médical, mais en fait dans les entretiens que j'ai faits, ce qu'on voyait très souvent, c'est que ils s'entendaient très bien tous les deux. Donc c'était le mari et le médecin discutaient ensemble de est-ce qu'il faut ou pas ligaturer la femme, et le lendemain, après, c'était souvent au moment de l'accouchement, et le lendemain, la femme apprenait qu'elle avait à la fois eu un enfant et perdu la possibilité d'en avoir un autre sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Alors, donc c'est de tout ça que relève la question des droits reproductifs. Malheureusement, le traitement qui en a été fait ensuite par le mouvement pro-choice ou par la principale organisation des Nations Unies qui s'occupe de contraception et de la population en général, a fait qu'eux, ils ont dit oui, les droits reproductifs, c'est que la femme ait accès à une méthode de contraception sans se demander si elle l'a choisie, sans se demander si elle a fait un choix informé. Et donc, ils ont complètement dévoyé le sens de droits reproductifs, ce qui fait que pour beaucoup de personnes, maintenant, le terme de droit reproductif n'est plus possible, n'est plus ressenti comme juste, et ils vont parler plutôt de justice reproductive. Alors qu'au fond, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre le contenu initial de la notion de droit reproductif et la justice reproductive. On peut dire que les droits reproductifs, leur objectif, c'est la justice reproductive. Alors, je vais vous parler maintenant plus rapidement des droits sexuels, puisque la première collègue de cet après-midi en a finalement pas mal parlé. Et je vous ai mis en exergue un poème qui a été collecté par Majroun sur les femmes Pachtounes. Et là, ce que vous voyez, c'est que finalement, les droits sexuels, le souhait d'avoir un amoureux, quelqu'un dans votre lit qui vous plaise, c'est quelque chose qui est partagé même par les femmes Pachtounes. C'est un droit universel, c'est quelque chose qui est ressenti. Et je vous conseille d'ailleurs de lire tous ces poèmes qui sont absolument magnifiques et très, très émouvants. Il a juste collecté des poèmes de femmes Pachtounes, donc afghanes. Voilà, donc la femme explique que devoir partager sa couche avec un vieillard, elle a envie elle pleure et elle s'arrache les cheveux. Donc cette préoccupation là sur la question des droits sexuels, les féministes des années 70 à 90, elles voulaient l'inclure dans la notion de droits reproductifs. Elles ne voulaient pas être droits reproductifs et sexuels, puisque les deux choses sont évidemment sont en partie complètement liées. Hein. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas très entendable. Et donc, ce qui a été accepté plutôt, c'était dans les années 90, à la suite de la pandémie du sida, c'est d'avoir une version finalement sanitaire des droits sexuels, le côté, il faut faire attention, il faut prendre des préservatifs, etc. Moins la notion de permettre d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, ce qui implique effectivement de ne pas marier des filles de 15 ans, le consentement dans le mariage, tous ces droits civils dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi le choix de l'orientation sexuelle. Ce qui a été amené très doucement, d'abord dans la 4e conférence mondiale sur les femmes de Pékin. On a parlé des droits sexuels de façon un peu indépendante des questions de reproduction. Et puis, on a parlé aussi des violences sexuelles. Et là, je rappelle que là aussi, ça a été quand même une reconceptualisation très importante qui a été réalisée par les féministes. C'est-à-dire qu'on vous lisez toujours que pour les théoriciens
comme Thomas Hobbes, le lien politique, il se fonde sur la volonté d'éviter la guerre de tous contre tous et du don à l'État du monopole de la violence physique légitime. Or, ce qu'ont fait remarquer les féministes, à juste titre, c'est qu'en réalité, l'État, il partage ce monopole de la violence légitime avec le mari, puisqu'il y a jusqu'à pendant très longtemps, la violence maritale n'était pas du tout condamnée. Et aussi, on peut dire, avec les hommes en général, quand on voit que même en France aujourd'hui, il n'y a que 0,1% des hommes qui sont condamnés à la suite de viols. Bon, cela dit, effectivement, aujourd'hui, il y a une très forte mobilisation médiatique et militante, dont vous avez tous entendu parler, et qui fait suite à des mouvements qui ont été moins publicisés, comme les marches des salopes ou les mobilisations en Inde. Sur la question des lois, ma collègue en a parlé tout à l'heure. Ce qu'on voit, c'est que c'est des lois qui se demandent quelle est la force des lois contre les violences, puisque évidemment il ne peut pas y avoir de jouissance sexuelle s'il y a violence. Ce qu'on voit, c'est que il y a plus de lois contre le viol au niveau le viol. On pense toujours l'inconnu dans un coin. Et par contre, beaucoup moins par rapport au viol marital, qui reste quelque chose qui est beaucoup moins condamné. Et je pense aussi qu'il faut... Et il y a un peu plus de... On le voit, c'est en rouge, là, sur les violences domestiques. Il y a plus de lois. Mais il faut faire très attention, au fait, au contenu des lois. Je pense qu'il ne suffit pas de dire il y a une loi, donc ça veut dire que l'État a pris la mesure de la chose et essaie de lutter contre ça. Il y a beaucoup de lois, comme vous les disiez, c'est le cas au Yucatan. En réalité, ça devient des lois qui disent oui, les femmes sont faibles, donc les femmes et les enfants, il faut les protéger. Et ça fait finalement de l'homme le chef de la famille. Il y a une espèce de reconduction de la notion de chef de famille. Ils obtiennent à la fois de dire à l'ONU et tout ça, regardez, nous avons bien fait une loi, pardon. Et en même temps, ils disent, et en même temps, la loi ne fait que renforcer les stéréotypes sur les femmes et les hommes. Alors, pour dire très vite sur les luttes des gays et lesbiennes, puisque là, je me suis un peu étendue, il a fallu attendre... Donc 2002 pour que les droits sexuels soient reconnus par l'OMS et 2012 par le Conseil des droits humains. Mais il n'y a toujours pas de reconnaissance générale des droits sexuels en tant que tels. Il y a encore un certain nombre de pays qui ne reconnaissent pas le mariage entre personnes de même sexe et même 71 pays qui interdisent l'homosexualité, dont 12 qui imposent la peine de mort. Alors, en ce qui concerne les procédures de reconnaissance légale du changement de genre, là aussi, l'Europe, c'est le continent où la situation est en quelque sorte la meilleure, sauf que, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas si brillante que ça. En plus, il y a actuellement des remises en question frontales par la privatisation des services de santé. Il ne faut pas oublier que toute la privatisation a des conséquences très négatives sur la façon dont elle est faite, notamment sur l'accès aux services de santé. Aux États-Unis, comme ça change tout le temps, ce sont des gros contributeurs au niveau des services de l'ONU, mais parfois, dès qu'un républicain arrive, ça y est, il coupe tous les budgets. Il y a toutes les crises sanitaires, climatiques ou migratoires qui interviennent et qui ont, comme celle du Covid, ont eu un impact très négatif. Il y a eu de nombreuses études, notamment du Lancet, sur la question. Et puis, évidemment, la question des guerres. On le voit avec les viols de guerre en Ukraine, où les femmes ont souvent beaucoup de difficultés, en fait, à pouvoir avorter après. Et la pseudo-théorie du genre, évidemment, qui est une méthode de délégitimation. Le pape disait que la théorie du genre était une arme nucléaire, mais c'est plutôt eux qui ont une arme nucléaire contre les droits des femmes. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que, comme le disait, j'ai terminé juste sur l'idée que, comme faisait remarquer Simone de Beauvoir, toutes les situations de crise sont des situations qui remettent en question les acquis. On l'a pu le voir au Brésil, aux États-Unis, en Pologne. Et là, je vous ai mis en fait, du coup, une affiche
qui date de 1930 en fait, et que j'ai prise à l'exposition là sur le décadrage colonial, et qui disait déjà ça, attention avec le fascisme en ce moment, la montée du fascisme, le peu de droits qu'on avait, il risque de prendre encore du retard. Voilà, mais je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été longue.